j'aurai plusieurs temps dans le parcours. Peut-être redire, l'Assemblée, vous êtes nombreux, les connaissances sont un peu hétérogènes, donc peut-être rappeler quelques points pour bien comprendre ce dont il s'agit. Je parlerai ensuite de la nécessité du pari. On va faire un parcours pour essayer de discerner qu'est-ce qu'on peut, à l'aune de l'expérience du terrain, poser comme condition d'équilibre de service algorithmique, qui soit dans le service et non pas dans l'asservissement, en sachant qu'évidemment dans le réel, c'est le lieu des tiraillements, et les considérations éthiques, c'est toujours voilà, un équilibre subtil, mais ce sont aussi des compromis créatifs. C'est pour ça d'ailleurs que Espérance Algorithme était d'abord une association d'entrepreneurs, d'investisseurs en capital, et puis aussi d'experts techniques, de philosophes, de religieux, évêques, rabbins, etc. Mais avec ce parti pris de dire, c'est en entreprenant, en avançant en eau profonde, qu'on va trouver des choses intéressantes et qui servent le bien commun. Voilà. Alors, les algorithmes. Bon, tout le monde entend parler. Vous êtes servi de services algorithmiques plus d'une dizaine de fois depuis ce matin. Alors, plus tellement maintenant avec le confinement en cherchant votre route, avec un routeur de GPS qui a des algorithmes compliqués d'optimisation stochastique compliqués. Mais on est en plein confinement, donc on se sert évidemment de la visioconférence, on se sert aussi des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir grâce aux réseaux sociaux, qui sont mus par des algorithmes pour vous proposer des rencontres parmi les millions de possibilités. Évidemment, on a tous face à nous cet immense défi qui est la tragédie du Covid. Et il est très clair que depuis le début de cette crise, les algorithmes ont joué un rôle extrêmement important. Il est très peu probable qu'on ait été aussi vite dans le prototypage de vaccins, par exemple, si on n'avait pas eu à différents niveaux de la chaîne, qu'il s'agisse dans la recherche de médicaments ou dans les conditions de fabrication, si on n'avait pas eu l'assistance d'algorithmes. C'est aussi le cas dans tout ce qui est de diagnostic. Assez vite, les hôpitaux ont été submergés et on a recouru à la délégation d'algorithmes pour essayer d'être plus efficace voilà, dans le filtrage, dans les conditions logistiques, etc. C'est aussi, bien sûr, je suis moi-même cofondateur d'une société dans l'agriculture qui aide les agriculteurs à aller dans la transition bio et à financer les risques associés à la transition bio. Je suis aussi directeur scientifique d'une société qui fait de la décarbonation de bâtiments tertiaires. Et très clairement, on n'arrivera pas aux objectifs de décarboner les bâtiments sans algorithmes pour comprendre les usages, optimiser, stocker au bon moment les énergies renouvelables, etc. Donc, dans tous ces grands défis, il y a aujourd'hui manifestement des algorithmes. Et bien sûr, en face de ça, on entend toute la journée parler de grandes craintes. Et on va revenir sur ces craintes ce soir. Des craintes du point de vue de la surveillance. Est-ce que ce sont des machines orwelliennes pour savoir finement tout ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des bulles de filtrage qui vont, ces contenus qui sont triés par des machines vont nous enfermer dans certaines informations? Est-ce que le travail même va disparaître? Et bon, il y a eu de très nombreux ouvrages là-dessus. Un des plus célèbres, c'est le Black Box Society américain, il y a déjà un peu plus de 5 ans, sur voilà, une vision de puissance un peu occulte et d'agenda noir derrière ces machines. Alors, de fait, peut-être un premier élément de recul, c'est de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait récent cette affaire et qu'en réalité, depuis très très longtemps dans l'histoire humaine, il y a des ruptures économiques et sociales qui se sont accompagnées de l'usage de modèles, de calculs, de données et d'algorithmes depuis vraiment très longtemps. J'ai tout au bout à gauche de ma présentation les tablettes babyloniennes avec une première manifestation des algorithmes d'extraction de racines carrées dans une économie agraire à Babylone, où l'essentiel, en particulier de la fiscalité, repose sur les surfaces irriguées. Le fait de savoir arpenter et calculer une surface devient très important. Il est probable, enfin j'ai une conjecture que je fais,
que l'invention de ces algorithmes d'extraction des racines carrées a ubérivé en partie le métier de géomètre, qui devait être un métier très important. Voilà, après, plus loin dans l'histoire, il y a bien sûr les grandes navigations qui ont complètement réinventé l'économie mondiale avec le commerce international par les mers, qui a été rendu possible par un certain nombre d'innovations algorithmiques que sont la navigation astronomique, la projection Mercator, etc. Et puis, bien sûr, au XXe siècle, toutes les cathédrales industrielles ont été construites avec du calcul et des machines numériques. C'est le cas des centrales énergétiques, c'est le cas de l'aviation. Vous avez là, évidemment, la CAO et à partir des années 80-90, la numérisation complète des processus de conception. Et puis, depuis les années 90-2000, on a l'irruption, y compris dans les services à la personne, dans le B2C, bien sûr des moteurs de recherche, du commerce électronique, des publicités avec de la simulation, de la conduite assistée par ordinateur, des routeurs GPS, des commandes de vol avec des processus d'enchères en ligne automatiques, prévision météo, etc., etc. Bref, il y a une invasion complète de l'économie de la société par les algorithmes, y compris, je suis moi-même impliqué dans un projet au fin fond du Sahel, dans l'une des zones les plus pauvres du monde, où face au fléau de l'accès à l'eau potable qui décime les populations du Sahel, il y a une petite innovation qui est en train de faire des miracles. C'est un dispositif de paiement par téléphone, sans contact, sans réseau, et qui permet d'avoir des microtransactions qui financent la maintenance des pompes et qui est en train de donner, contrairement à des années de financement public qui n'ont jamais rien produit à part de la corruption, qui est en train de changer l'accès à l'eau potable. Donc, y compris parmi les plus pauvres, cette révolution algorithmique est omniprésente. Alors, ça vaut peut-être le coup de se repencher pour essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à cette omniprésence des algorithmes. Pourquoi est-ce ces machines numériques sont-elles si universelles? Alors, le mécanisme, c'est un peu toujours le même, hein. On part de l'analyse, on va récupérer des données, on va commencer à essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes achètent tel produit, pourquoi est-ce que je perds du CO2 à tel endroit, qu'est-ce qui se passe dans les successions de maladies, etc. À partir de là, de l'analyse, je vais construire des modèles, je vais prédire, et une fois que je prédis, je prévois, je peux en fait optimiser des décisions, parce que je peux prendre des décisions en ayant en tête une certaine projection du futur, et je peux, si j'ai une boucle d'optimisation qui fonctionne, je peux même penser à automatiser en fait un certain nombre de processus, et à partir de là, je peux aussi penser à contrôler, et tout ceci reboucle avec des nouvelles données, et je peux rentrer dans des cycles d'automatisation croissante, et ces cycles d'automatisation croissante potentiellement peuvent outiller l'ensemble des fonctions d'une entreprise et l'ensemble des fonctions de consommation de la société, depuis la compréhension des ventes, la numérisation des ventes, l'aide à l'innovation, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, à la conception des médicaments, l'optimisation de la production des usines, mais aussi la supply chain, le contrôle, le back-office, on en a parlé tout à l'heure, toutes les fonctions de l'entreprise qui traditionnellement étaient faites par des employés sont potentiellement automatisables. Donc, on a affaire à des machines numériques qui sont universelles dans leur efficacité. Et je crois qu'il est important ici de préciser, si vous avez fait attention, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle, j'ai parlé d'algorithme. Et ce vocabulaire est délibéré. En réalité, la transformation radicale de l'économie n'est pas liée au fait que ces machines numériques soient entre guillemets intelligentes. On va revenir sur ce que c'est que l'intelligence, ou en tout cas là où on peut douter du mot intelligence. Mais enfin, on n'a pas besoin d'avoir des machines numériques qui sont très malignes pour faire tout ce qu'on a dit. Ce dont on a besoin, c'est d'être capable d'automatiser de manière massive les services. Et ça, en réalité, c'est possible avec des machines numériques assez simples. Hein. Si je parle à des mathématiciens, ça peut être des machines déterministes sur des règles métiers. Et en réalité, déjà, ça provoque un impact économique considérable. Et c'est très important de comprendre corrélativement à l'impact fonctionnel, l'impact économique. Hein. Les grandes promesses de ces machines numériques, ce sont celles de l'automatisation, ce sont celles de la personnalisation. Hein.
sur Amazon, que je sois d'accord ou pas. C'est comme si j'avais un libraire qui me connaît personnellement, et ce libraire, il sert des milliards de personnes qu'il connaît chacun personnellement. Alors, il y a cet effet de personnalisation massive qui est tout à fait étonnant, qui est aussi dans le cadre des promesses de la santé, hein, outillées par des algorithmes, qui est d'avoir un diagnostic qui est beaucoup plus personnalisé, et c'est aussi la possibilité de servicifier, de rentrer dans l'économie de la fonctionnalité avec, par exemple, du partage de location de Airbnb et toutes les plateformes, hein, qui vont permettre en fait un usage plus massif des mêmes biens physiques. Et ce qui est très important de comprendre, c'est évidemment le mécanisme des marges croissantes. Hein, la caractéristique de ces machines numériques, c'est qu'en réalité, à partir du moment où vous avez automatisé en tout ou partie un processus, en réalité, que vous ayez 10 ou 100 ou 1000 fois plus de clients, le coût supplémentaire pour les gérer est peu croissant en réalité. Et donc, vous avez, avec un effet de taille, vous avez une croissance très importante des marges. Et ça veut dire que dans un contexte concurrentiel, vous avez une situation de génération d'oligopole, voire de monopole, un winner takes all, parce qu'à partir du moment où vous avez été le premier à automatiser de manière intelligente, c'est-à-dire de la manière dont les utilisateurs veulent vraiment utiliser vos services, vous pouvez gagner une part de marché extrêmement importante. Et si vous écoutez Amazon, qui est une des entreprises évidemment les plus puissantes mondialement, Amazon, Jeff Bezos, vous dira qu'en réalité, pour lui, Amazon est un gigantesque algorithme, hein, et qu'à chez Amazon, les algorithmes définissent tout, et plutôt que de financer de la publicité ou de recruter des talents à tous les niveaux, Jeff Bezos va énormément investir sur les algorithmes et créer une barrière concurrentielle qui est aujourd'hui extrêmement élevée à rattraper par de nombreux libraires. Donc, c'est évidemment le phénomène de la scalabilité qui est réel. Hein. Moi, je suis dans des affaires où je le vois expérimentalement. C'est un effet qui est, alors pas toujours aussi dramatique que dans le cas d'Amazon, mais qui est un effet économétrique tout à fait réel. Et là encore, ce ne sont pas parce que ces automates, ces machines numériques sont entre guillemets intelligentes, qu'en réalité le choc économique est déjà là. C'est pour ça d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre think tank s'appelle Espérance et Algorithme, et non pas Espérance et Intelligence Artificielle, qui est aussi une sorte d'imposture historique. Il faut revenir à la genèse du terme, mais c'est parce que fondamentalement l'évolution économique et donc le discernement spirituel se joue aujourd'hui sur ces machines numériques avant de se jouer sur la question de leur intelligence potentielle. Alors, justement, approfondissons un peu cette question d'intelligence, ou disons d'importance de la machine, prise par la machine qui déciderait à notre place. Eh bien, la bonne nouvelle, en tout cas c'est le parti que je prendrai, c'est qu'on a plutôt une persona ex machina, hein, et qu'en réalité, si on regarde un peu comment ça fonctionne, hein, on a des graduations de délégation de la décision à une machine. Alors, le premier niveau de délégation, ce sont les modèles ou les outils d'aide à la décision dans lesquels une machine numérique va vous proposer des choses, mais c'est vous qui allez choisir. Choisir éventuellement simplement en faisant des clics. Hein. C'est le cas quand vous allez sur une plateforme qui vous propose des achats. C'est vous qui choisissez l'achat. La machine a trié, mais enfin, c'est quand même vous qui décidez. Bon, mais c'est aussi le cas dans l'assistance à la conduite. Quand vous avez un véhicule qui n'est pas autonome, mais qui a des fonctions avancées d'assistance à la conduite, c'est vous qui restez décideur. Mais évidemment, dans un certain nombre d'applications, je vais déléguer à la machine des micro-décisions. C'est le cas des automates. C'est le cas, par exemple, dans ce qu'on fait pour décarboner les bâtiments. Il s'avère beaucoup plus efficace de programmer une machine pour voir quand est-ce qu'il va faire froid ou chaud, essayer de comprendre par des mesures comment les gens se servent du bâtiment, et pour régler de manière très dynamique la puissance de chauffage. Et en réalité, ça se fait de manière plus efficace et moins coûteuse que de faire venir un opérateur de maintenance à chaque fois. Donc, on va déléguer à un automate sur une certaine excursion décisionnelle, on va déléguer à cet automate en le programmant des micro-décisions. Et alors, évidemment, si cet automate devient interactif avec un environnement qui change, on va parler de robots. Et puis,
alors la terminologie peut varier suivant les auteurs, mais on va commencer à parler de, entre guillemets, de vraie intelligence artificielle ou en tout cas d'agents apprenants ou d'agents rationnels intelligents quand ces robots non seulement sont interactifs, mais même vont apprendre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la programmation va être adaptative, évolutive en fonction de l'environnement. Bon. Mais même dans ce cas-là, en réalité, les règles, et on y reviendra un peu tout à l'heure, les règles d'apprentissage par le robot ont été programmées par quelqu'un, par des personnes qui ont décidé un certain type de règles mathématiques et informatiques suivant lequel la machine va apprendre. Et donc, on a affaire à une délégation à la machine. Et d'ailleurs, si je veux prendre une position un peu plus philosophique, je peux m'interroger sur ce qu'est la décision. Et voilà, si je suis Aristote ou saint Thomas d'Aquin, je vais pas simplement me mettre sur l'action et sur la raison, je vais associer aussi une dimension d'intentionnalité, une dimension de volonté. Hein, et c'est probablement en cela qu'on arrive sur la dignité de l'être humain, hein, qui va agencer la raison et l'intention consciente pour décider. Et de ce point de vue-là, la décision, encore une fois, reste humaine dans ces machines, y compris celles pour lesquelles la délégation est profonde. Et d'ailleurs, si on regarde les dispositifs réglementaires qui existent ou qui sont en train d'arriver, hein, ils existent avec le RGPD en Europe, Règlement général de protection des données, ou qui sont en train d'arriver avec les résolutions qui sortent, il y en a beaucoup actuellement du Parlement européen sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, il y a une personne humaine ou des personnes humaines qui vont être tenues pour responsables en réalité des soi-disant décisions de la machine. En réalité, comme on l'a vu, ce n'est pas forcément des décisions. La difficulté étant qu'on a affaire en fait à un tissu de personnes humaines avec des relations contractuelles compliquées, depuis les concepteurs qui sont en général des personnes morales, des entreprises qui elles-mêmes ont tout un management, en passant par les paramétreurs, les pourvoyeurs de données, les certificateurs. Quand on est dans une relation bancaire, hein, ce qui est le cas dans l'une de mes startups où on travaille avec le Crédit Agricole pour conseiller les agriculteurs, on va avoir un agent du Crédit Agricole qui va s'appuyer sur un outil algorithmique pour conseiller son agriculteur. Donc cet agent lui-même est dans la boucle. Et l'utilisateur final, hein, vous, en cliquant en acceptant Facebook et en cliquant des likes, vous êtes aussi dans la boucle. Donc c'est cet ensemble de personnes finalement qui sont les personas ex machina. Alors, face à tout ça, donc cette grande révolution et sachant maintenant que effectivement j'ai des personas humana ex machina, qu'est-ce que je vais faire? Alors, voici ma posture et celle d'une certaine manière du think tank, même si on va avoir des voix différentes. Il n'est pas interdit de relire la Torah, de relire la Bible, de relire l'Évangile, de relire les traditions, de relire les commentaires rabbiniques, de relire la tradition jésuite, de relire. Il n'est pas interdit de lire tout ça pour finalement s'interroger sur le bien commun et s'interroger sur notre vocation humaine. Et si je lis la Genèse, si je lis l'appel dans la jeunesse, voyez, soyez féconds, développez-vous, soyez maître du jardin, soyez maître de la planète, dont vous n'êtes pas créateur, dont vous êtes les gérants. Eh bien voilà, je lis le Deutéronome et je prends aujourd'hui à tes mains contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction. Voilà, choisis la vie. Voilà, donc on est devant ce choix-là, c'est même notre dignité que de choisir aujourd'hui avec ces nouvelles machines. C'est à nous de choisir, c'est à nous de choisir et de discerner la vie. Et alors, si je continue avec Pascal, je m'ouvre au fait que ces décisions sont incertaines. Et d'ailleurs, voilà, comme dit Pascal dans les pensées, s'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne ferait pas grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, Pascal nous dit, et d'ailleurs, on travaille avec raison, car travailler pour l'incertain par la règle des parties qui est démontrée. La règle des parties, on pourrait faire une traduction moderne, par la théorie des probabilités ou par le calcul probabiliste. Donc, on voit que Pascal, qui est 3 fois parrain d'Espérance et Algorithme, parce que d'abord, c'est un philosophe biblique, que deuxièmement, c'est l'un des grands fondateurs de la théorie des probabilités, et troisièmement, ce qu'on sait moins, c'est que Pascal a été aussi un entrepreneur.
Il a été le premier à construire une machine algorithmique qui était la Pascaline, qu'il a eu beaucoup de mal à vendre, le modèle n'était pas scalable. Et ensuite, il a gagné beaucoup d'argent avec le premier service Uber à Paris, un service de transport en commun, avec des règles qu'il a calculées pour optimiser un certain nombre de choses. Voilà, je vous enjoins de lire Le Carrosse à 5 sols, qui est un livre passionnant sur Pascal entrepreneur versus Pascal bibliste. Et puis, voilà, si je regarde les choses de manière un peu plus mystique, c'est un commentaire personnel, je lis Saint Paul aux Romains et je vois voilà, que cette création dont parle entre autres le pape François avec Laudato Si, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Voilà, et il y a ces douleurs de l'enfantement. Teilhard de Chardin, vous pourrez lire, alors Teilhard de Chardin n'a pas écrit directement sur les algorithmes, mais voilà, dans le dessin et dans la vocation humaine, c'est aussi de prendre parti et de mobiliser finalement toute son intelligence, y compris l'intelligence des machines que nous avons programmées et que nous allons programmer pour s'ordonner au bien commun. Et de fait, le bien commun, il y a beaucoup de combats sur lesquels il faut choisir la vie aujourd'hui. Il y en a beaucoup. J'ai déjà parlé du combat de la transition climatique, qui ne doit d'ailleurs pas devenir forcément un veau d'or, mais voilà, prendre soin de la planète. Et encore une fois, les promesses algorithmiques sont très importantes. Soyez en passant d'ailleurs, si on n'avait pas de modèle d'algorithme, on n'aurait pas perçu aussi bien l'impact du CO2 grâce au scénario climatique et la modélisation de circulation générale de l'atmosphère. C'est bien sûr, je l'ai dit, le fléau de la pandémie dans l'urgence médicale, mais aussi dans l'urgence économique. Et on reviendra sur l'emploi et l'intelligence artificielle, mais on a des preuves qui ont été faites par des startups de la possibilité, grâce à des algorithmes, de lever un certain nombre de biais à l'embauche et en particulier de sortir de l'entretien face à face et le CV, dans lequel j'ai exclu souvent certaines personnes qui sont loin de l'emploi. Une startup a fait ça en allant chercher des gens qui venaient de la rue et en retrouvant des postes dans la restauration grâce à l'intermédiation algorithmique. Donc il y a aussi une promesse importante. Il y a même des choses du côté de la grande pauvreté. L'un des membres fondateurs d'Espérance Algorithme qui a créé une application pour les plus pauvres. Il y a du côté des gens qui travaillent sur la voiture autonome, qui posent beaucoup de questions. Il y a le scandale des 3500 morts par an automobiles en France, donc 80% sont d'une certaine manière liés à la bêtise humaine, de l'alcool, des stupéfiants, de la fatigue, des gens qui ont oublié le code de la route, etc. Voilà, donc pour lesquels on peut en tout cas s'interroger sur une promesse. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de lieux où on peut s'interroger. Et d'ailleurs, le premier dans le manifeste d'Espérance Algorithme, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, on considère d'abord que ces algorithmes sont un bienfait à condition qu'il y ait la responsabilité et le discernement. Alors, donc, on l'a dit, il faut parier. On va suivre Pascal, la nécessité du pari, il faut parier. Les enjeux sont très importants, il faut parier. Alors, donc, il faut se servir de ces algorithmes et il faut avancer en eau profonde, il faut expérimenter, il faut monter des entreprises, il faut réfléchir à l'évolution du travail. Alors, je vais essayer de vous proposer maintenant un parcours de discernement pour voir finalement si ce pari nécessaire que j'ai conjecturé comme nécessaire est vraiment ajusté. Est-ce que ce pari est juste? Et à quelles conditions est-ce qu'il pourrait être ajusté? Alors, d'abord, la première chose, c'est de partir des bienfaits. Et en particulier, de quels bienfaits je vise. Ça, c'est un premier point. Qui décide du bien? Est-ce qu'il y a des gens qui décident du bien à ma place? Est-ce que finalement, les variables décisionnelles que je vais chercher à optimiser dans l'algorithme, est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'elles sont transparentes pour l'utilisateur? Et qui fait les compromis? Les compromis entre les biens, ou dans certains cas, entre le bienfait et les risques mauvais. Et évidemment, on a là-dessus, si on regarde entre autres, des références sur la recherche du bien commun. Ça n'est pas une somme d'intérêt personnel qui serait mesurée sur un agrégat qui s'appelle la monnaie, comme le PIB. C'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble de conditions sociales. Je lis la doctrine sociale de l'Église qui permet tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection dans tous les sens du terme, l'économie, la santé, mais aussi
l'âme. Donc, voilà, il faut s'ouvrir et discerner quels sont les bienfaits que je cherche à accroître grâce à ces algorithmes. Et alors, le deuxième point de discernement dans le parcours, c'est évidemment si j'ai conjecturé un certain bien que je voudrais, voilà, une maladie que je voudrais essayer à laquelle je voudrais remédier, alors dans quelle mesure est-ce que l'algorithme est efficace, fiable? Et je vais dire tout de suite, en réalité, la question, c'est dans quelle mesure l'homme outillé par l'algorithme est plus fiable que l'homme sans l'algorithme. En fait, c'est ça la question. Et alors là, on ouvre tout de suite la question de la mesure de l'efficacité de l'algorithme, qui est un sujet de discernement très important. Et même sans faire de cours de mathématiques, je ne résiste pas à ouvrir un peu avec vous le capot. Alors, on va essayer d'ouvrir le capot par rapport à cette promesse qui fait vivre des startups. Moi aussi, j'en fais partie. Ne vous inquiétez pas, à 96%, grâce à notre intelligence artificielle, vous êtes sauvés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 96%? Alors, l'un des cas traditionnels du machine learning, c'est de discerner et de classer des situations entre du rouge et du bleu. Par exemple, vous pouvez entendre un des cofondateurs d'Espérance et Algorithmes a créé une société biotech cotée en bourse qui fait une détection précoce du risque de cancer de sein. Le cancer de sein qui provoque des milliers de maladies de femmes en France chaque année et dont on peut penser qu'il pourrait être anticipé avant les métastases. Bon. Et donc, on va chercher, avec un certain nombre d'informations sur des femmes, à voir si elles ont un niveau de risque qui est beaucoup plus important. Voilà. Et donc, on va chercher à trier, vous voyez, entre les points rouges et les points bleus. Alors, les points rouges et les points bleus, vous avez des données sur un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, l'âge du premier enfant, l'âge de la personne, est-ce qu'elle a eu des antécédents, quelle est sa densité mammaire, est-ce qu'elle a un certain taux d'obésité, etc. Donc, vous avez un certain nombre de paramètres possibles. Là, je vous en représente deux ici, la caractéristique 1 et la 2, et la 25 et la 32, au hasard. Bon. Et donc, vous voyez que là, il y a une certaine complexité du réel pour voir qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est bleu. Et donc, toute la question, c'est d'arriver à savoir si voilà, un bon médecin va être meilleur avec ou sans algorithme. Est-ce qu'il va être meilleur pour discerner le rouge et le bleu? Et vous voyez que ce discernement-là, déjà, il est compliqué. Là, j'ai 4 dimensions. En réalité, j'en ai souvent 30. Et même dans les promesses les plus folles, je vais avoir 100 000 variables que je vais mesurer. Donc, c'est un espace très grand sur lequel il faut discerner les choses. Alors, qu'est-ce que vont faire les outils de machine learning? Eh bien, ils vont vous faire des cartes comme ça, de 1000 degrés depuis le rouge jusqu'au bleu, pour essayer de calculer les risques suivant là où vous êtes dans l'espace. Donc, suivant la valeur qu'a remplie une femme, par exemple, qui va remplir un questionnaire sur les différentes variables, alors est-ce que je peux juger de son niveau de risque? Et les algorithmes les plus simples, qui sont la régression logistique, en fait, c'est un algorithme linéaire que vous pouvez faire sur Excel, et vous allez chercher la plus grande pente, et vous dire, bon, quel est l'axe suivant lequel, en gros, je passe du moins risqué au plus risqué. Voilà. Et puis vous allez avoir, ça c'est un algorithme très intéressant, le nearest neighbors, les plus proches voisins, c'est vous dire non, je vais plus mal à ça. Je vais comparer une femme, suivant toutes ses caractéristiques, par rapport à toutes les femmes qui sont le plus proches d'elle en termes de caractéristiques observées. Et je vais voir si parmi les femmes qui sont proches d'elle, le taux de cancer du sein est le plus élevé qu'ailleurs. Et de ce point de vue-là, je pourrais dire, elle ressemble, suivant ces variables-là, à des gens qui ont eu le cancer du sein. Et donc, peut-être qu'en fait, le risque est plus élevé pour elle. Donc ça c'est d'une manière schématique l'algorithme des plus proches voisins, qui est un algorithme très puissant, notamment quand on va avoir des grandes dimensions. Voilà. Et puis après, il y a toutes sortes de choses. Il y a des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, en fait, c'est des empilements de fonctions non linéaires qui sont plus compliqués, mais qui cherchent toujours comme ça à classifier le rouge du bleu. Et puis, vous avez les arbres de décision. Les arbres de décision, c'est de dire, par exemple, il faut que pour qu'une femme ait le cancer du sein plus important, il faut qu'elle ait plus de 50 ans, qu'elle ait au moins 2 antécédents, qu'elle ait tel taux d'obésité supérieur à tant. Donc, vous avez un certain nombre de règles avec des seuils. Donc, ça, c'est un arbre de décision. Voilà. Alors, évidemment, là, le discernement, vous voyez, quel est le meilleur modèle là-dedans? Voilà, à quoi vous faites plus confiance pour essayer de découper entre le rouge et le bleu. Et puis maintenant, si je regarde la réalité, en réalité, le point bleu ou le point rouge, il n'est pas très précis parce qu'il y a des erreurs dans les mesures.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si en fait je suis dans la frontière censée rouge, mais en fait c'est parce qu'il y a une erreur de mesure, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe aussi si j'ai construit un algorithme avec des données et puis j'ai des nouvelles données? Alors est-ce que la frontière va évoluer? Est-ce qu'elle va évoluer beaucoup? Et puis si je suis, le diable est dans les détails, si je suis entre le bleu et le rouge, qu'est-ce que je fais? À partir de quand est-ce que je juge que c'est risqué ou pas? Et c'est évidemment le problème des faux positifs, faux négatifs que tout le monde, enfin beaucoup de gens ont expérimenté avec les tests Covid. Hein, il faut faire un réglage dans un algorithme. Il faut dire est-ce que les faux négatifs sont plus graves que les faux positifs? Et ça, cette question-là, c'est une question de valeur qui est très importante. Hein. Est-ce qu'il est plus grave de dire à quelqu'un à tort qu'il a peut-être le cancer du sein ou de ne pas lui dire? Donc, il y a déjà en fait une question éthique sur, vous voyez, sur le paramétrage assez technique de l'apprentissage et sur là où je tire le trait. Et puis, évidemment, ça marche si le système a une prédictibilité, c'est-à-dire si l'observation des points rouges ou bleus va effectivement être un oracle pour l'avenir. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on peut dire si dans le futur, les choses ne vont pas bouger. Alors, c'est le cas pour certains domaines où j'ai une prédictibilité qui est importante, beaucoup moins pour d'autres. Et en réalité, il faut réaliser que le machine learning, c'est un perroquet savant. Hein. Il ne fait que répéter ce qu'il a vu dans le passé. Et donc, la répétition du passé n'a de valeur que si le passé ne change pas trop, hein, si le passé statistiquement est relativement stationnaire, ou il est prédictible suivant une dynamique qu'on connaît à l'avance. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, l'empreinte digitale, par exemple, l'espace entre le rouge et le bleu est assez ténu. Hein. Il y a peu de risques de se tromper et la dynamique est assez connue. Donc, en général, on a moins de scrupules hein, à prendre un risque de reconnaissance d'empreinte digitale. C'est le cas aussi quand je fais de la prévision météo à court terme. Bon, il y a en général peu de gens remettent en question le fait que sur votre iPhone, si on vous dit que cet après-midi il va pleuvoir, il est probable qu'il pleuve. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, dans la prévision météo à 48 heures, à 72 heures, où là, l'espace de l'incertitude est beaucoup plus important parce que la dynamique de l'atmosphère est beaucoup plus incertaine pour des raisons profondes, pour des raisons chaotiques. C'est également le cas sur l'évolution médicale. Si vous avez un diagnostic de cancer du sein qui vous projette sur un univers, un futur dans 10 ou 20 ans, en 10 ou 20 ans, beaucoup de choses peuvent se passer et qui échappent en fait au modèle. Donc évidemment, plus je m'écarte de la zone prédictible et en réalité, moins l'efficacité de l'algorithme est claire, plus elle est difficile à construire, moins elle est crédible. Et il y a bon nombre de cas aussi où en fait il n'y a pas du rouge ou du bleu, mais en fait il y a plusieurs bonnes décisions à prendre. Et il y a des cas de décisions multivoques. Et c'est le cas particulier dans la recommandation culturelle. En fait, il y a probablement plusieurs films qui vous plairaient. Alors YouTube va vous proposer, parmi les nombreux films, plusieurs qui peuvent vous plaire. Et en réalité, en plus, les préférences culturelles sont très peu observées. Donc, en fait, on est dans un espace qui est très multivoque et incertain. Et en réalité, moi, je considère que tout ça, ce sont des bonnes nouvelles parce que qui dit incertitude et imprédictibilité dit espace pour la liberté. Dit que, en fait, ces oracles surpuissants et ces perroquets savants, ils ont leurs limites. Et par exemple, qui aurait prévu la pandémie, ou en tout cas qui aurait prévu la pandémie à ce moment-là, qui aurait prévu le 11 septembre ou le 11 septembre à ce moment-là, etc. Très clairement, ce ne sont pas des systèmes d'intelligence artificielle qui auraient pu le prédire, même si certains disent qu'on a vu l'arrivée en regardant les réseaux sociaux. On a pu avoir peut-être quelques semaines de préavis avant la constatation de la pandémie. Mais enfin, le surgissement de ce virus qui a changé complètement l'histoire du monde n'était pas apprenable par de l'intelligence artificielle parce qu'échappait à des régularités statistiques. Et donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour la liberté. Et c'est évidemment des limites quand on vous vend un algorithme, hein, c'est de se poser cette question-là. Alors, peut-être un troisième niveau de discernement, c'est celui qui est un sujet important aujourd'hui dans le débat algorithmique, c'est celui de l'explicabilité. Bon, si je suppose qu'effectivement j'ai pu savoir ce que je voulais, j'ai pu faire un algorithme performant, est-ce qu'il est explicable? Et l'un des principes du manifeste d'expérience algorithme, c'est celui de la maîtrise partagée. Nous croyons qu'il est souhaitable que dans des décisions, l'ensemble des parties prenantes partagent les tenants et les aboutissants de la décision et notamment les risques et les erreurs qu'on prend.
hein. Et donc, le sujet, c'est vraiment celui-là, c'est d'augmenter la confiance dans la décision, d'augmenter la confiance dans le médecin outillé par un algorithme, plutôt que de réduire, d'augmenter la défiance dans la médecine, par exemple. Et il faut tout de suite dire que l'explicabilité, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça n'est pas la transparence. Hein, ce n'est pas parce que Google publie les 100 000 ou 1 million de lignes de code qui servent à prédire ce qui va vous renvoyer dans le moteur de recherche que vous allez comprendre comment ça marche. C'est illisible, 100 000 lignes de code. Donc, il ne suffit pas d'avoir la transparence. Il faut avoir plus. Alors, plus, c'est par exemple un processus explicable. Explique-moi qu'est-ce que tu as cherché à modéliser, dis-moi précisément, explique-moi sur quelles données, sur quelle population tu l'as appris, sur cette population-là, explique-moi quelles sont les variables que tu as retenues, explique-moi quand il y avait des erreurs, qu'est-ce que tu as privilégié, les faux négatifs. Voilà, le processus lui-même est très important pour construire effectivement la maîtrise et la confiance partagée. On pourrait aller plus loin, on souhaite aller plus loin avec ce qu'on appelle la sensibilité marginale. Si par exemple vous avez un algorithme de crédit immobilier, vous aimeriez bien savoir, pour que ce cas soit loyal, quelles sont les règles du jeu. Comment est-ce que vous pouvez augmenter votre score? Est-ce que si vous habitez tel quartier ou vous faites tel métier, le score augmente? Et si c'est le cas, est-ce que c'est légitime? Donc, il y a finalement l'évolution de la décision par rapport à l'évolution des variables d'entrée. Hein, donc, c'est le comportement du moteur, hein, dont il est souhaitable de se convaincre. Et ça, c'est un sujet de recherche qui est très important. Après, on peut même aller plus loin et dire, je ne veux pas simplement savoir comment ça varie si je bouge un peu le curseur, je veux savoir exactement quelles sont les règles décisionnelles complètes. Dans certains cas de la véhicule autonome, on aimerait bien circonscrire complètement les décisions pour être sûr que rien n'échappe et que les accidents qui arrivent sont vraiment complètement pensés à l'avance. Évidemment, ça, c'est un très grand défi parce que l'espace est très grand et c'est difficile. Et assez vite, on tombe sur le débat entre l'explicabilité et la précision. On dit, oh là là, mes chers monsieur, vous vous rendez compte, mon modèle, il est très très bon à 96%. Alors, il n'est pas explicable parce que c'est des réseaux de neurones compliqués, mais il est très bon. Alors là, le mathématicien que je suis ne résiste pas à dire que plus le modèle est compliqué, plus il est incertain. Hein, on peut prouver avec des théorèmes statistiques qu'effectivement le niveau d'incertitude augmente, hein, avec le ratio du nombre de paramètres divisé par la taille des données. Donc, voilà, autrement dit, plus le modèle est compliqué, plus en fait il est incertain et plus en réalité les 96% qu'on vous a annoncés sont peut-être une chance. Et s'il y avait 2 fois plus de données, en fait, il n'y aurait que 70% de performance. Voilà. Et donc, il y a, et pour conjurer cette incertitude d'estimation des algorithmes, donc cette incertitude sur leur fiabilité, un élément très important, c'est celui d'explicabilité. Parce qu'à partir du moment où je sais ce qui se passe du point de vue phénoménologique, alors je suis capable de borner le risque que je prends. Et donc, il y a un argument supplémentaire, c'est ma position, c'est pas forcément celle, c'est souvent pas celle des gens de l'intelligence artificielle, il y a un argument supplémentaire pour l'explicabilité qui est celui de sécuriser la fiabilité, en sachant que souvent d'ailleurs la perte de performance liée à des algorithmes explicables par rapport à des algorithmes non explicables, par exemple à de la régression logistique par rapport à un réseau de neurones, à plusieurs couches, on ne perd pas forcément beaucoup de performance. Donc, voilà, ça c'est un élément aussi très important. Alors, ensuite, un autre élément qu'on a beaucoup discuté dans le cadre des données, c'est celui du consentement. Hein. Vous avez tous suivi le RGPD, est-ce que je consens à partager des données? Alors là, il est important, et on a un principe expérience algorithme, de liberté de conscience. Il est important de dire qu'est-ce qu'on appelle le consentement, hein, quel est le niveau de consentement. Bon, parce que vous l'avez vu, il ne s'agit pas simplement de dire je suis d'accord pour passer mes données, il y a aussi le consentement au score, la façon dont le score est calculé et les préférences cachées qui peuvent avoir lieu dans ce score. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je suis, par exemple, sur un sujet qui est très chaud, hein, sur la question du filtrage des contenus? Est-ce que, vis-à-vis de ce qui est dit dans les réseaux sociaux, je consens à ce qu'un algorithme filtre à ma place les contenus qui sont bien ou pas bien pour moi? Alors, en passant, ce n'est pas l'algorithme qui filtre, hein, c'est une personne qui a programmé l'algorithme et qui a décidé de filtrer pour vous. Donc, en réalité, ce sont des préférences qui sont imposées par une personne, hein, non pas par l'algorithme. Donc, le lecteur de Tocqueville que je suis est effrayé par le projet d'inclure le filtrage a priori des contenus
par des personnes qui ne sont pas forcément élues d'ailleurs. Donc voilà, là il y a un vrai sujet de liberté de conscience. Alors sur le consentement, il y a aussi des sujets intéressants, comme par exemple celui du bien commun. Sur les données de santé, il y a un dilemme objectif entre le respect de l'intimité de la personne et l'intérêt commun, le bien commun qui est de conjurer des maladies. Si on veut conjurer des maladies, il faut avoir le maximum de données santé possible. Et donc, il y a un espace pour le sacrifice. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon intimité personnelle pour effectivement conjurer les maladies? Alors évidemment, quand je dis ça, j'ai envie de savoir comment est-ce que je fais le sacrifice, qui contrôle, voilà. Donc il y a toutes sortes de jalons de consentement. Mais ça, c'est un sujet important qui est évidemment un peu similaire à celui de la vaccination. Est-ce que j'accepte d'empiéter sur un petit risque personnel pour le bien de tous? Et il y a une autre dimension de l'autonomie, du consentement, c'est dans les situations où les algorithmes sont utilisés dans une période d'urgence, en particulier dans une période d'urgence médicale. Est-ce qu'il faut que je recueille, comment est-ce que je peux recueillir le consentement de personnes si je pense qu'il y a de fortes chances que l'algorithme m'induise à une thérapeutique qui soit efficace. Bon. Et puis, il y a aussi un sujet auquel je suis personnellement extrêmement sensible, c'est celui de la concurrence. C'est-à-dire que il est difficile de croire que dans un contexte dans lequel, comme vous l'avez vu, il y a une dynamique naturelle au monopole dans les algorithmes, il est difficile de croire que les libertés de conscience et les libertés de consentement vont être préservées par des situations monopolistiques. Et donc, je pense que, sans être un veau d'or, mais que la concurrence et l'antitrust est très certainement l'une des questions importantes pour préserver la liberté créatrice des algorithmes et essayer de conjurer les risques. C'est pas un veau d'or, c'est pas la seule solution, mais c'est peut-être l'un des outils. Et donc, dans mon discernement personnel, est-ce que je m'inscris sur Facebook et j'accrois le monopole de Facebook, ou est-ce que, ce qui est mon cas, j'ai jamais créé de compte Facebook, je vis très bien sans compte Facebook. Alors, encore un autre sujet de discernement qui fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas de messages électroniques, c'est la question des biais. Bon, alors, les biais, attention à ce dont on parle. Qu'est-ce que ça veut dire un biais? Alors, on peut avoir une définition mathématique d'un biais, c'est un écart entre le score prédit par l'algorithme et le score observé sur les données. Alors, en principe, on cherche à avoir des algorithmes non biaisés, c'est-à-dire des estimateurs qui font que, en moyenne, le score d'un algorithme reflète bien les données passées. Mais évidemment, on peut avoir, ce qui est plutôt en général, une compréhension du biais qui est en fait une compréhension de l'injustice. En fait, c'est de dire, finalement, j'ai l'impression que les règles décisionnelles vont discriminer de manière défavorable certaines populations. C'est un peu ça dont on entend parler dans les biais. Bon, et on dit il faut que les algorithmes soient sans biais, il faut que les algorithmes soient sans biais. Alors, il faut être un peu plus précis. Il faudrait dire il ne faut pas que dans les algorithmes, il y ait une discrimination négative à l'égard de certaines personnes. Et à ce moment-là, qui sont les personnes vis-à-vis desquelles je ne dois pas discriminer? Alors, si je me réfère à la tradition biblique et à la doctrine de l'Église, je vais peut-être penser à l'option préférentielle pour le pauvre, qui n'est pas forcément d'ailleurs ce dont parlent les gens sur la réduction des biais. En général, ce n'est pas le biais vis-à-vis du pauvre. Voilà. Mais en tout cas, ça pose la question du calibrage des algorithmes vis-à-vis d'un certain idéal de justice. Et il y a plusieurs idéaux de justice qui sont différents, qui sont même contradictoires. Justice commutative, justice distributive, etc. Et il y a un vrai choix de valeur, et à savoir qui décide de ça. Est-ce que je consens à ce que le choix d'équilibrage des biais soit celui-là? Alors, un autre niveau de discernement, c'est celui, et c'est probablement l'une des questions les plus importantes, c'est celui de l'équilibre entre l'humain, la personne humaine, le travailleur, le client, outillé, le médecin, outillé par des algorithmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut déléguer aux algorithmes et qu'est-ce qu'il faut préserver dans la relation humaine? Donc, ça, c'est un sujet fondamental de conception d'interface, de conception de parcours digital, par exemple.
Et donc, le sujet, c'est quelles sont les tâches répétitives. C'est quand même la promesse des algorithmes, c'est de libérer de tâches répétitives qui peut-être vont me permettre de mieux servir la personne. Hein. C'est par exemple ce qu'on espère dans l'application de conseils bancaires à des agriculteurs, c'est de libérer de tâches administratives qui empêchent d'avoir en fait un discours sur les choses vraiment importantes entre l'agriculteur et le banquier. Donc, mais si je fais ça, si je libère de tâches répétitives, évidemment, je vais en fait déléguer à la machine certaines compétences et donc je vais perdre certaines compétences. Je vais perdre certaines compétences. Alors, quelles sont les compétences que j'accepte de perdre? Quelles sont celles qui sont vitales de garder? Régulièrement, mon fils de 8 ans me dit « Mais papa, pourquoi est-ce que tu regardes ton téléphone pour regarder le ciel? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les nuages? J'ai lu dans les bouquins qu'avec les nuages, je peux voir la dépression arriver. » Voilà, je perds finalement la sagesse ancestrale qui est de prédire le temps parce que je considère que cette compétence, je suis prêt à la déléguer à une machine. Alors, évidemment, cette question-là se pose pour toutes les fonctions d'une entreprise. Quelles sont les fonctions que j'espère, je pense plutôt déléguer parce que je pense que j'ai mieux à faire. Ça, c'est un point important. Il y a un deuxième point qui est important, qui est d'avoir des algorithmes qui vont plutôt élargir l'expérience, élargir les possibilités plutôt que les restreindre. Hein, et donc ça c'est quelque chose qui est paramétrable. Vous pouvez, dans un moteur de recommandation, renvoyer une seule solution ou 5 solutions ou 10 solutions. Et donc, dans une relation entre un médecin et un patient et un algorithme, l'algorithme peut sortir le diagnostic, point, c'est vert, c'est rouge, rien. Ou alors, l'algorithme peut ouvrir dans la relation médecin-patient à la variété des possibles et peut ouvrir à une discussion qui parfois est peut-être plus large que la discussion historique parce que l'algorithme va ouvrir à des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers d'expériences de femmes qui ont eu le cancer du sein avant vous. Et donc, grâce à l'algorithme, je peux enrichir. Voilà. Donc, il y a un peu cette question-là. Il y a aussi la question dans l'équilibrage entre l'homme et la machine de ce que je veux dire et ce que je ne veux pas dire. Et il y a certainement une sagesse professionnelle dans le devoir de conseil qui est quand bien même j'ai la vérité, quand bien même je pense avoir le conseil juste, est-ce que c'est le moment de le dire ou est-ce qu'il faut, dans une relation, attendre avant de le dire? Et puis, évidemment, on a quand même envie quelque part de sobriété. Hein, je reprends le terme de Marie-David qui a écrit l'intelligence artificielle, une nouvelle barbarie, qui prône une sobriété algorithmique, c'est-à-dire évidemment, l'homme ne vit pas que de score, hein, et il est désirable de ne pas être dans un monde dans lequel la médiation numérique va tout occuper et va même devenir addictive et va même devenir totalitaire. Donc, du coup, quelles sont les fonctions? Quel est le bon équilibre entre effectivement la délégation et puis l'asservissement? J'en parlais avec un rabbin qui dit « Moi, j'adore les algorithmes parce que grâce à ça, je vais pouvoir avoir plus de temps pour prier parce que je vais pouvoir lui déléguer beaucoup de choses que je n'ai pas envie de faire. » Voilà. Donc, vis-à-vis de cette… Et on a un principe aussi dans Espérance Algorithme de contemplation. Hein, on pense que, voilà, en reprenant là encore l'héritage biblique, hein, on a besoin de contemplation. On a besoin d'avoir cet espace de contemplation. Alors, comment est-ce que je peux concevoir des services algorithmiques qui vont préserver cet espace de contemplation sans enfermer effectivement dans les trajectoires qui sont étouffantes numériquement? Alors, bon, j'ai été un peu vite sur cet parcours de discernement. Évidemment, je suis parlé comme un livre. Et en réalité, toutes ces attentes dont on a parlé sont un peu théoriques, ne sont pas toujours faisables et même pas toujours désirables. Et si je regarde la réalité maintenant, la réalité, ce sont des tensions, ce sont des tiraillements. Et je ne peux pas avoir d'algorithme ou de service algorithmique ou de programmation algorithmique qui soit parfaite au sens qui coche toutes les cases désirables. C'est pas possible parce qu'il y a forcément des tensions. J'ai déjà parlé des tensions sur la justice. Hein, je ne peux pas être à la fois dans la justice contractuelle, je donne le meilleur service possible à une personne en pleine connaissance de cause et en même temps, je suis dans la justice distributive. Je donne toutes ses chances à chacun. Par exemple, sur la mutualisation des risques et l'assurance. Si je veux vraiment coller contractuellement, alors je vais essayer de prédire au maximum le risque d'une personne et je peux aller dans le sens de la réduction de la mutualisation et donc faire payer plus cher aux personnes qui sont beaucoup plus risquées que les autres et à partir d'un certain point, on n'est plus dans la justice. Donc là, il y a des vrais dilemmes. Il y a aussi des dilemmes entre le confort et la réalisation personnelle.
Si vous voulez être sûr qu'un algorithme soit utilisé tout de suite, c'est très simple. Vous poussez à la personne ce qui ressemble à ce qu'elle a l'habitude de consommer et ce qui lui procure un bien de court terme. Et là, vous êtes sûr que voilà, donc c'est YouTube. Les algorithmes de recommandation les plus simples vont regarder ce que vous avez consommé avant et vous renvoyez exactement la même chose. Voilà. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Voilà. Évidemment, ça, c'est le confort. Il y a une efficacité de court terme, mais à moyen terme, vous enfermez la personne dans un silo. Et donc, si je veux parfaire la réalisation personnelle à moyen terme, il faut au contraire que j'ouvre la personne. Et dans la musique, j'y suis sensible, ma femme dirige un orchestre, la musique est en train d'être totalement détruite. La diversité culturelle musicale est en train d'être détruite par des algorithmes très pauvres qui augmentent, réduisent la pauvreté, qui augmentent la pauvreté musicale, et pratiquement tout le monde maintenant se met à écouter du rap, là où en fait tout le monde aurait accès à toutes les musiques du monde. Voilà. Et là, il y a ce réglage-là entre le bénéfice de court terme et le bénéfice de moyen terme de la personne. Il y a aussi évidemment une tension entre la performance et l'intimité. Vous ne pouvez pas refuser de transmettre vos données personnelles et attendre d'avoir un service personnalisé. Si vous voulez avoir un service personnalisé, il faut donner vos données personnelles. Si vous voulez avoir un diagnostic médical extrêmement précis, il faut dire le maximum de choses sur vous. Donc là aussi, il y a une tension qui est importante. Voilà. Et ces tensions sont nombreuses. Alors, elles sont plus ou moins graves, ces tentations et ces tensions bon, voilà. Et après, il faut revenir un peu sur terre. Et c'est vrai qu'il y a des cas d'usage quand même dans lesquels les risques sont relativement modérés et d'autres qui posent beaucoup plus de questions. Voilà, j'ai déjà parlé de la prévision météo. Bon, les gens en général ont confiance, n'ont pas forcément envie de passer beaucoup de temps à regarder l'équité des erreurs sur la prédiction météo. J'ai confiance parce que d'une certaine manière, je peux dire que la prévision météo, c'est une recommandation qui est ouverte. J'ai un espace de décision autour de ça. Et c'est le cas d'une manière générale des algorithmes qui servent à l'exploration des possibles, qui aussi donnent des prévisions en explicitant les incertitudes. Ce sont des choses qui vous laissent quand même relativement libre, voire très libre, voire encore plus libre que si vous n'aviez pas d'aide à la décision. Et voilà. Et alors après, évidemment, vous avez à contrario le cas du véhicule vraiment autonome. On a eu des réflexions très importantes au Centre Sèvres qui posent des défis considérables, notamment si le véhicule autonome est au milieu de véhicules qui ne sont pas autonomes. Et on arrive dans des dilemmes qui sont terribles. Et il y a des risques qui sont très forts, puisqu'évidemment, voilà, il y a la vie humaine en jeu, il y a beaucoup de choses. C'est le cas aussi des robots militaires. Dans quelle mesure est-ce que je vais automatiser des décisions face à la sagesse de guerre, qui fait que dans certains cas, j'appuie pas sur le bouton parce que je me méfie. Voilà, des situations, et plus généralement du côté des algorithmes. Quand vous avez un agent autonome qui a une recommandation univoque, on vous dit c'est ça ou rien, et on ne vous parle pas de l'incertitude, vous êtes déjà dans un risque qui est un peu plus fort. Et puis, l'espace le plus large, c'est celui des risques indéterminés. Vous voyez, par exemple, les outils qui scrapent des CV, des intelligences qui vont préparer la tâche du recrutement en scorant des CV. Dans quelle mesure est-ce que ça libère? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a… Bon, on est dans un espace indéterminé qu'il faut explorer. Et c'est d'ailleurs là où on commence à avoir des vraies questions éthiques. Et quand je vais devoir trancher entre des biens plus ou moins déterminés ou entre un bien et la possibilité du mal, il faut que j'ai un cadre éthique. Alors, ou des cadres éthiques. Et donc, la question se pose qui est quel est le ou les cadres éthiques? Est-ce que je peux intégrer, est-ce que je peux programmer dans les algorithmes des cadres éthiques? Est-ce que je peux faire des algorithmes éthiques by design, suivant un terme qui est un peu à la mode? Et là, on peut discerner sur plusieurs types d'éthiques. J'en ai mis 3 fondamentales. Les éthiques utilitaristes qui parlent très fortement aux mathématiciens parce que
voilà, je sais calculer une utilité espérée, donc je sais mettre ça assez facilement dans des outils de machine learning. C'est même très très proche de la logique d'un outil de machine learning, hein, de minimiser une espérance de perte. Et voilà, von Neumann, qui faisait partie du séminaire inaugural des pères de l'intelligence artificielle au sens du terme, de ce terme un peu, voilà, un peu provoquant. On a l'éthique utilitariste où dans l'éthique utilitariste, par exemple, on accepte de sacrifier certains au profit d'autres parce que la somme des biens est plus élevée. Bon. Et puis, alors, il y a le domaine des éthiques déontologiques qui sont plus proches d'un raisonnement déterministe, hein, dans lequel je vais écrire des règles et puis je vais interdire des règles. Donc, j'écris plein de principes, des règles, et puis je vais poser des propriétés logiques et je vais cadenasser l'algorithme en interdisant sur la base de règles. Donc, c'est une approche qui ressemble plutôt à une approche de fiabilité déterministe, qui a aussi ses biais parce que tout n'est pas principe, tout n'est pas règle. Les cas sont, et il y a même des paradoxes logiques. Hein, on peut prouver qu'il y a des, voilà, il y a des limites à la logique rationnelle. Et puis en grande dimension, c'est très compliqué, hein, d'arriver à. Si je veux prendre une approche déterministe sur des choses compliquées, j'ai un grand risque de passer à côté de scénarios, ce qui est moins le cas des probabilités. Voilà. Alors peut-être que l'éthique des vertus. Bon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, je n'ai pas cité les innombrables auteurs plus récents, parlent le plus au cœur de personnes inspirées par la Bible. Voilà, le discernement éclairé, les vertus de prudence. On peut se dire, voilà, est-ce que finalement les algorithmes pourraient être intégrés dans des interfaces qui vont nous rendre plus prudents dans les décisions qu'on va prendre? Voilà, est-ce que c'est possible? Alors, pour finir, voilà, c'est un appel aux bonnes idées. Hein, c'est vraiment l'essence de notre think tank. Ce qu'on pense, hein, parmi les 14 principes, c'est que le principe de vocation, c'est qu'on pense que vraiment, comme nous l'enjoint le Deutéronome, il faut trouver des compromis créatifs. Hein, il faut sur le terrain expérimenter. Il faut le faire honnêtement, avec son cœur, son intelligence. Chercher à partager avec d'autres et voilà, on a besoin de l'inimitable créativité de la personne humaine, ou je pourrais dire aussi l'inimitable créativité de l'entrepreneur, si je reprenais certains auteurs. On en a besoin, les choses ne sont pas écrites et voilà, il faut se lancer dans l'espérance. Merci Étienne. À ce stade-ci, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, hein, la dernière slide. Alors, votre public, hein, ce soir, on est principalement dans le monde de l'entreprise, dans l'administration. On est parfois cadre, mais pas tout le temps, intermédiaire. La décision, les grandes décisions ne dépendent pas forcément de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, hein? Comment on peut agir, notamment dans notre vie professionnelle, par rapport à ces questions? On voit que les algorithmes, c'est de plus en plus prégnant, y compris, même si on ne travaille pas dans la technique, hein, sur des processus métiers, hein, on les voit apparaître. Comment on peut influencer, hein, c'est un peu le thème de passeur d'avenir, comment être des passeurs d'avenir sur ce sujet, hein, faire pencher les choses plutôt du bon côté. Selon vous, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Alors oui, moi je pense que c'est même la dignité de la personne humaine et du travailleur que d'avoir des marges de manœuvre. Et on dit souvent en management que la plupart du temps, les personnes sous-estiment leurs marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, elles sont réelles. Et la question que j'ai décrite tout à l'heure, hein, de l'automatisation potentielle de l'ensemble des fonctions des entreprises, concerne tous les cadres. C'est-à-dire que où vous soyez, la responsabilité que vous avez sur un certain périmètre fonctionnel et un certain nombre de tâches, sur ce périmètre-là, il y a des choses qui sont automatisables ou qui sont outillables en termes de décision, et si elles ne l'ont pas déjà été, qui vont l'être. Et donc la question qu'il faut vous poser, c'est dans mes responsabilités, dans mes fonctions, qu'est-ce qui est automatisable? Et si c'est le cas, ça va l'être par vos concurrents. Et dans quelle mesure est-ce que cette automatisation que je peux faire, d'ailleurs, soit en allant chercher des outils qui existent déjà, hein, soit moi-même
en expérimentant des choses. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais en tant que voilà, en tant que lecteur de la doctrine sociale de l'Église, il y a quelque chose qui est fantastique, qui est même miraculeux d'une certaine manière, qu'on a mis derrière le terme de destination universelle, hein, en référence à la destination universelle des biens, bien sûr, dans la doctrine sociale de l'Église, hein, c'est que les algorithmes, pour la première fois de l'humanité, sont mis en open source pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire que tout un chacun, vous quatre dans une entreprise, comme un réfugié dans un camp en Syrie, s'il a un ordinateur, il peut accéder à l'essentiel des algorithmes qui sont publiés avec quelques semaines de retard sur en Creative Commons ou en open source, hein, sur des sites comme Python, R, etc. Et donc, tout un chacun peut accéder aujourd'hui en direct aux algorithmes. Donc ça c'est très intéressant dans l'histoire humaine. C'est vraiment un moment de l'histoire où l'accès de la connaissance est en fait extrêmement fort. Alors après, évidemment, il ne suffit pas d'accéder à l'algorithme pour pouvoir s'en servir et en faire un business, mais tout de même, une grande barrière a été franchie, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes, y compris par les plus pauvres au fin fond du Sahel ou de l'Inde, qui, depuis leur ordinateur perdu, construisent des business qui ensuite vont faire concurrence à des acteurs existants. Donc, il y a vraiment une marge de manœuvre qui est très importante, soit pour inventer chez vous, soit pour aller chercher des outils qui existent, et donc revisiter votre travail, revisiter les tâches qui sont automatisables, voir dans quelle mesure un niveau d'outils et d'automatisation va vous permettre d'avoir plus de valeur pour votre client, hein, d'être plus efficace, plus personnalisé, etc., plus écolo, et aussi derrière ça, eh bien effectivement dérouler toute la grille de discernement. Si je fais ça, est-ce que j'élève le travail de mon collaborateur ou est-ce que je l'asservis? Si je fais ça, est-ce que je le fais avec lui? Etc. Donc, vous pouvez reprendre l'ensemble de la grille de discernement, y compris dans le travail sur votre propre outil de travail. Et je dirais même que c'est salutaire de faire cet exercice-là, parce qu'on est dans une histoire économique qui s'accélère et les fonctions que vous occupez vont être à un moment donné sujettes à automatisation tout en partie. Et donc, vous avez vraiment intérêt à vous saisir du sujet et à essayer de discerner ce que vous pourriez faire. Ça amène, alors on aurait pu y consacrer la soirée, donc je vais vous demander d'être assez court sur le sujet. Qui dit automatisation dit destruction d'emplois, non? Donc se pose la question de l'emploi. Je ne sais plus, il y avait des statistiques catastrophiques qui étaient annoncées par le cabinet de conseil. Alors, effectivement, j'ai un peu de matériel là-dessus. Oui, alors il y a évidemment, il y a cette étude qui est sortie notamment en 2013. Il y en a beaucoup, mais il y a celle de 2013, d'Oxford, qui disait que, d'ailleurs, ils avaient fait une étude économétrique plus ou moins avec des algorithmes, en disant qu'il y a 47% des emplois qui sont en danger. Ils ont dit ça en 2013. Vous pourrez lire une intervention très intéressante de Pierre Blanc dans notre livre blanc qui vous explique qu'en réalité, 7 ans plus tard, en 2020, alors en 2020, avant la crise du Covid, vous n'aviez pas 47% d'emplois en moins, 47% d'emplois, mais en fait 10% d'emplois en plus, hein, sur ces emplois-là. Donc en réalité, si je regarde les choses à l'échelle qui est sous nos yeux, la destruction créatrice, elle n'est pas si rapide qu'on le dit. Elle n'est pas si rapide qu'on le dit pour plein de raisons. D'abord parce que ça prend quand même beaucoup de temps de changer les pratiques. Hein, et deuxièmement, parce qu'il est rare que des processus soient automatisables de manière complète. Et même pour être plus précis, il est rare que la meilleure posture soit celle où l'automate prend 100% du boulot. En général, la bonne solution, c'est d'avoir un homme et une machine. Donc, il y a tout un espace, en fait, de transformation de l'emploi. Donc, si je reviens un peu sur les risques et les promesses, donc évidemment, il y a ce risque de suppression de tâches, hein, dont on vient de parler. Bon, il y a un autre risque qui, pour moi, est plus important que le premier. C'est celui de la faillite des personnes qui refusent. Hein, de la même manière que les ludites, vous en avez parlé, Olivier, au début de l'exposé. Hein, si l'histoire économique montre, et en particulier, je reviens un peu sur un livre que je vous conseille de lire, hein, d'Alfred Sauvy,
polytechnicien, qui a écrit, c'est déjà un livre qui est très vieux, en 87, La machine et le chômage, et qui vous montre que les chocs d'automatisation, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, hein, ça a commencé même dans l'Antiquité romaine, et puis après il y a eu l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, etc. Et très clairement, ce qui arrive à chaque fois, c'est qu'en réalité, là où il y a du chômage, c'est très certainement chez les gens qui refusent. Hein, et ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas certain de l'ampleur du chômage, mais ce dont on est certain, c'est que si les gens s'opposent à ça, leur boîte va faire faillite. Et moi, je l'ai déjà vu autour de moi, hein, à l'échelle de 10 ans, il y a des business qui sont menacés parce que je refuse de rentrer dedans. Après, voilà, dans l'emploi, il y a évidemment le problème de la destruction de compétences, hein, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le problème de l'accroissement des silos d'exclusion, c'est-à-dire que des mauvais automates de lecture de CV peuvent accroître les discriminations et exclure toute chance de rebond à quelqu'un qui a pas réussi. Bon, et voilà. Et donc toute la tâche, c'est de dépasser ces risques-là et de travailler plutôt sur les promesses. Et il y a des belles promesses. Et encore une fois, vous en verrez dans le livre bleu. Il y a notamment tout un pan qui s'est réinventé autour du coaching pour fluidifier le marché du travail grâce aux algorithmes. Et ça, c'est un sujet qui va devenir très important dans la crise du Covid, hein, avec très certainement des transformations d'emploi de secteurs sinistrés. Il y a une grande promesse de fluidification du marché du travail. Et il y a aussi quand même la promesse d'approfondir la joie au travail en réduisant des tâches abrutissantes. Donc, voilà, les choses ne sont pas écrites. Il n'y a pas de fatalité dans cette transformation sur l'impact sur l'emploi. Les choses vont arriver, mais n'arrivent pas si vite. Et encore une fois, je pense que notre responsabilité, et en particulier notre responsabilité voilà, si on suit le commandement de la Bible, c'est de se saisir des transformations et pour inventer le monde et non pas les subir. Il y avait une question sur comment utiliser davantage les algorithmes et les mégadonnées dans la gestion de la crise du Covid-19 pour mieux servir le bien commun national, dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine social, dans le domaine économique, au service des entreprises et des collectivités. Donc, voilà, comment mettre toutes ces technologies au service d'un bien commun national et non pas seulement d'intérêts privés. Oui, enfin, les intérêts privés ne sont pas forcément contraires au bien commun. Hein. Justement, la posture d'entrepreneur, c'est plutôt de dire que voilà, les entrepreneurs peuvent proposer des innovations qui servent à tout le monde. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives hein, pendant le Covid. Il y a eu beaucoup d'initiatives, y compris voilà, de gens qui ont proposé des outils pour déjà mieux localiser plus finement les clusters et donc aider à avoir un confinement qui soit un peu moins brutal, qui soit beaucoup plus sectorisé, beaucoup plus fin, et dont la grande promesse, on pourrait même dire dans la grande nécessité, c'est de libérer l'économie. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, hein, parce qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être des traces, évidemment, d'un risque Covid plus important. Donc il y a beaucoup de choses du côté de la cartographie des risques. Après, il y a aussi, et c'est déjà utilisé, il y a des projets qui sont en cours pour désengorger les urgences, hein, avec évidemment des algorithmes qui vont détecter le niveau de gravité ou de vulnérabilité d'une personne et donc essayer d'aiguiller vers là où il faut mettre les ressources rares. Évidemment, avec des dilemmes éthiques qui sont, voilà, si je fais du tri de malal, à quelles conditions, etc. Après, probablement le plus important au-delà de la crise sanitaire, c'est la survie de l'économie. Alors, je l'ai déjà dit, sur les requalifications d'emploi, hein, il y a vraiment, il va y avoir des transferts très importants à faire. Il y en a qui ont déjà été faits, hein, y compris avec des plateformes d'IA sur, par exemple, la logistique, les fonctions logistiques. Hein. Il y a eu un recrutement massif de personnes qui s'est fait grâce à des algorithmes pour venir
des gens qui avaient perdu leur boulot, par exemple, dans le secteur de la restauration, et pour intervenir dans les sujets logistiques. Après, il y a aussi, bien sûr, hein, c'est un truisme de le dire, il y a l'explosion du commerce électronique qui évidemment, procède très largement d'algorithmes de recommandation, par exemple, d'algorithmes d'optimisation logistique. Et il y a un très grand pan de l'économie qui est, pour l'instant, en particulier des petits commerces, qui sont insuffisamment outillés en termes de commerce électronique. Et là, il y a une promesse très grande pour la survie des commerces. Après, il y a des sujets sur le marché immobilier, hein, l'évolution. Je suis aussi en lien avec un projet qui travaille sur la fluidification du marché immobilier et des outils de prévision pour essayer de réoptimiser la relocalisation des bureaux et donc la réorganisation des villes. Alors, voilà, là-dedans, il y a des promesses des entrepreneurs. Bon, on espère derrière qu'il y a un débat public rationnel dans lequel je donne vraiment sa place, voilà, aux promesses, et je disqualifie pas d'emblée. Voilà, donc bon, on assiste tous à différentes cultures, hein, vis-à-vis du Covid. Voilà, en Corée du Sud, il y a eu beaucoup plus d'outils algorithmiques qui ont été déployés pour gérer la crise qu'en France. Sur le même sujet, Olivier, j'ai une question là qui est assez intéressante, c'est que le travail est perdu pour celui qui n'a pas l'intelligence et les connaissances pour pouvoir programmer ces nouveaux algorithmes. Est-ce qu'on ne va pas quand même laisser de côté, vous avez très très bien répondu, en nous disant qu'il y aurait au contraire 10% de plus sur certains jobs, mais est-ce que effectivement les gens qui ne sont pas capables d'avoir un potentiel. Écoutez, je vais vous donner un témoignage personnel. Je pense que c'est faux. Je vais vous donner une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai eu une prothèse de hanche il y a 2 ans. Bon, je n'avais pas 50 ans, j'ai une promesse assez. Et donc, je suis passé par la mécanique, le scanner. Maintenant, on fabrique à base d'un scanner une pièce prothèse sur mesure avec des calculs compliqués. J'ai eu ensuite un chirurgien qui a fait un travail outillé par de l'imagerie, par plein de choses, qui avait fait un diagnostic d'ailleurs outillé, j'en ai parlé avec lui. J'ai eu plein d'algorithmes dans le traitement de la prothèse. Dieu merci, ma jambe fonctionne, mais je peux vous dire qu'en termes humains, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai souffert, non pas pendant l'opération, le maximum de souffrance, ça a été après l'opération et en particulier 1 mois après l'opération. Et 1 mois après l'opération, j'ai appelé le chirurgien, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et qui m'a aidé pendant l'opération, c'est l'aide-soignante. Qui m'a aidé après l'opération, c'est le kiné. Et je l'ai dit au chirurgien, je lui ai dit, écoutez monsieur, vous savez, votre métier technique, il va être automatisé. En revanche, l'aide-soignante et le kiné qui m'ont aidé à passer cette épreuve, heureusement que c'était des êtres humains, c'est d'eux dont je me rappelle. Donc, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit la personne intelligente, le chirurgien, le technicien, etc., qui va disparaître. Pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément ce dont moi j'ai le plus besoin, ce n'est pas ce qui va le plus le rendre heureux. Et je pense que cette métaphore, on peut la déployer dans bien d'autres secteurs. Ce n'est pas du tout évident que ce soit les gens intelligents qui échappent. Au contraire, il y a beaucoup de professions intellectuelles qui sont en train d'être ubérisées par des algorithmes. Une dernière question, j'en fais une synthèse de plusieurs questions qui avaient été posées sur en fait la promesse en fait des algorithmes autour de la notion notamment de servir sans asservir. Quels seraient les facteurs clés de succès hein, pour ça? Qu'est-ce que vous pensez de la notion d'amplifier l'humain qu'utilisent certains auteurs qui écrivent sur l'intelligence artificielle? Que pensez-vous de cette perspective qui est à la fois grandiose, hein, mais où on voit, et c'est tout ce que vous avez décrit hein, aussi dans le cheminement que vous avez montré, quelles précautions, comment y arriver? Est-ce qu'on y arrivera? Vous avez compris que mon propos, c'était la situation d'aujourd'hui, hein, hic et nunc. Donc, pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est d'outiller la personne humaine pour être plus efficace pour le bien commun. Le sujet de savoir si il va y avoir un homme augmenté ou du transhumanisme, etc., c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En fait, c'est pas le sujet. Alors, c'est un sujet
important pour les futurologues, c'est un sujet important pour certains think tanks de la Silicon Valley, c'est un sujet de recherche, c'est un sujet passionnant, des quantités de bouquins qui sont écrits, oui, d'accord. Mais la réalité économique, c'est pas celle-là. Ça, c'est un mirage. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Y arrivera-t-on? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a tous les gens sérieux en intelligence artificielle savent qu'il y a une énorme distance à franchir avant d'arriver au talon des organismes vivants et même des êtres humains. Donc, c'est dans un futur très lointain. Bon, et surtout, pour moi, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est pas le sujet sur lequel je travaille. C'est pas le sujet sur lequel je discerne. Donc, le sujet sur lequel je discerne, c'est des machines numériques qui sont programmées par des personnes humaines avec plus ou moins d'autonomie, plus ou moins d'intelligence, et qui rendent des services qui libèrent ou qui servicent. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et donc ce sujet-là, ben voilà, c'est tout l'espace de discernement que j'ai essayé de vous proposer, de vous introduire ce soir. Et la liberté, c'est beaucoup de choses. Et le service, c'est beaucoup de choses. Et c'est d'abord le faire avec d'autres, bien sûr. Hein, c'est d'abord le faire avec d'autres. Et le faire avec tout le monde. Ne pas croire que tout ça est réservé à une élite mathématicienne ou informaticienne. Ce qui est un des grands problèmes de bonne guerre. Dans la recherche scientifique et dans l'ingénierie, on aime bien montrer que tout ce qu'on fait est très compliqué. Comme ça, on se crée une barrière à l'entrée et on reste entre sachants. En réalité, ces choses ne sont pas si compliquées que ça. La plupart du temps, le machine learning, c'est en fait conceptuellement très simple, même si l'implémentation ensuite va être compliquée. Mais en fait, les principes que j'ai essayé de vous montrer, on cherche à regarder des choses qui vous ressemblent. Et à partir de là, on entraîne l'algorithme à compter le nombre de fois où ça vous ressemble. Bon, ces choses-là sont en fait assez simples. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est d'abord de partager, de former. C'est d'ailleurs le principal travail d'Espérance et Algorithmes. Nous vouons à former des personnes qui vont former d'autres, à former des personnes pour mieux discerner. Et ça concerne tout le monde. Et en particulier, moi j'en suis convaincu, les plus pauvres. Je pense qu'il y a une grande espérance derrière ces algorithmes pour proposer du travail à des personnes qui en sont très loin. J'ai donné plusieurs exemples, les réfugiés, des personnes de la rue, etc. Et on a un grand travail fraternel. Je crois que Jérôme Perrin, qui fait partie du think tank, qui a parlé ce soir, qui parle de fraternité numérique. J'aime beaucoup ce terme. Et c'est possible, la fraternité numérique. C'est pas juste un slogan, c'est possible. Il faut juste simplifier, donner des exemples, donner envie, essayer d'inspirer. Et c'est possible et c'est possible aussi de donner envie à des gens d'inventer leur futur et d'inventer leur métier. On n'en a pas parlé, mais il y a une génération entière qui est sacrifiée par la pandémie. Alors ces gens-là, ils vont pas trouver du travail comme ça. La plupart d'entre eux vont probablement devoir être indépendants, devoir créer leur métier comme auto-entrepreneurs, etc. Et donc voilà comment est-ce que ces algorithmes peuvent permettre à ces jeunes qui sont balayés par la crise, d'inventer un business. C'est possible, ça fait partie un peu des rêves d'Espérance et Algorithmes. On va rester sur ce rêve. On vous remercie beaucoup, Étienne de Roquigny. Je renvoie, franchement, si vous ne l'avez pas fait, allez sur le chat. Il y a eu beaucoup de contributions très intéressantes. Donc, je vous invite à les lire, même les enregistrer et à les lire. Mettre l'algorithme au service d'un renforcement de l'altruisme, du bien commun, de la fraternité. Ça, c'est Jérôme Perrin. Vous savez même que le pape François a appelé à prier pour l'intelligence artificielle. Oui, j'avais même vu, d'ailleurs, sur Facebook, une vidéo du Vatican sur l'intelligence artificielle. Voilà, et il le dit dans plusieurs encycliques. C'est toujours pareil. Le problème principal, c'est l'éducation de la liberté de chaque personne humaine et l'éducation du bon usage des technologies. Ce pas les technologies en elles-mêmes qui sont à condamner, même si on peut dire qu'il y a d'une certaine manière des structures du péché ou des systèmes asservissants, mais enfin, in fine, quand même, c'est à chacun d'entre nous de s'éduquer, de reprendre notre liberté et voilà, et c'est notre devoir et on va le faire.